Merci Oussem d'être là. Merci pour l'invitation. Oussem, ma première question pour toi, c'est est-ce que devenir entrepreneur, ça a été une évidence ou pas du tout? Ça a été une évidence à partir d'un certain moment en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé ma carrière plutôt dans une grande entreprise, dans plusieurs grandes entreprises. J'ai passé une douzaine d'années chez Orange notamment, mais sur la partie innovation. J'étais un directeur d'un des labs d'Orange. Sur la partie paiement et sécurité, j'étais déjà donc un petit peu dans le bain qu'on n'appelait pas à l'époque FinTech. Je parle des années 2005 jusqu'à 2012. Et puis à un moment, à partir de, je dirais, 2009-2010, vu le sujet sur lequel on travaillait, à savoir le mobile payment, la technologie NFC, etc., quelque part l'évidence d'y aller en tant qu'entrepreneur a commencé à apparaître. Voilà. D'accord. Et justement, quelle est la leçon que tu as pu apprendre dans une boîte comme Orange qui te sert encore aujourd'hui? Alors je pense qu'une des caractéristiques des grandes entreprises, c'est qu'on a besoin vraiment de déployer des trésors de conviction pour avancer, et parfois à une vitesse qui n'est pas satisfaisante quand on aime aller vite, ce qui est mon cas. Donc en fait, c'est à la fois travailler ce côté conviction, ce côté aussi patience quelque part. Il faut déployer ses arguments, mais aussi avoir, oui, la patience et la persévérance. Donc ce sont des qualités qui me servent encore aujourd'hui, parce qu'un projet d'entreprise, c'est forcément un long chemin. Il ne faut pas s'arrêter au milieu, il ne faut pas se décourager. Donc voilà, ce sont des choses, je pense, que j'ai développées pendant ma carrière dans un grand groupe, qui me servent encore aujourd'hui. Est-ce que je peux te demander, comme à Cyril, de nous refaire le pitch du début? Oui. De Déjà Immobilier, est-ce que tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. D'autant plus qu'on a bien pivoté parce que, alors je ne sais pas si les personnes présentes ici sont familières avec les technologies comme NFC, Near Field Communication, qui est la technologie maintenant utilisée par exemple dans Apple Pay. Mais à l'époque, on a lancé Déjà Mobile en 2012. Donc voilà, c'était un peu la préhistoire. Et notre pitch, c'était de dire à des entreprises comme des banques, des sociétés de transport, etc., ne vous occupez pas de la complexité technologique qu'il y a sous-jacente à des technologies de type NFC, sécurité, etc. Occupez-vous de l'expérience client, en gros de vos frontaux, les applications mobiles en particulier. Et tous les aspects technologiques, on vous les apporte dans une boîte. Bon, je l'ai dit de manière un peu longue, mais c'était vraiment ça le pitch à l'époque. Il n'a pas beaucoup varié, sauf qu'on s'est concentré, on a fait un pivot en 2014, on a décidé de concentrer toute notre R&D sur la partie paiement, après avoir exploré en fait différentes verticales dans le domaine du transport, du contrôle d'accès, etc. Bon, je ne vais pas faire toute l'histoire, mais à un moment, on se focalisait sur le paiement, et le pitch est devenu, on s'adresse à des banques typiquement, digitaliser tous vos moyens de paiement dans n'importe quelle application de type wallet. Voilà. Donc, Et est-ce que ce pivot, vous avez mis longtemps à vous décider à le faire? Ou ça a été plutôt rapide? Ça a été plutôt rapide. En 2014, vraiment, on a vu apparaître à la fois des ruptures technologiques dans le domaine de la technologie NFC et également l'apparition d'une convergence dans le domaine du paiement entre les grands, au niveau de MVCO, Mastercard, Visa, etc., qui ont publié des spécifications et des white papers qui préconisaient l'utilisation de la technologie dite de la tokenisation. Je parle peut-être des mots un peu techniques pour certains ici dans cette salle. Et voilà, on a décidé vraiment en quelques mois de mettre toute notre R&D, de prendre les licences technologiques auprès de Mastercard et Visa pour développer, selon leurs spécifications, une solution complète. Et voilà, je pense qu'on a fait le bon choix à cette époque-là. Et aujourd'hui, vous commercialisez dans plusieurs pays européens? Absolument. Ouais. Commercialement, nous sommes présents, bien sûr, en France, en Irlande, en UK, en Allemagne, en Islande, bon, via un partenaire. Et depuis quelques mois, on est présent au Moyen-Orient, dans la région du Golfe, où on va bientôt ouvrir un bureau, également en Asie centrale, au Kazakhstan. Voilà. Donc, et est-ce qu'il y a un pays qui est plus difficile, qui a été plus difficile pour vous qu'un autre? L'Allemagne est un pays extrêmement difficile. Que notre premier client en Allemagne, on l'a via en fait un partenaire en UK. Donc voilà. Si je devais choisir un pays où vraiment la pénétration est très difficile pour nous, c'est l'Allemagne. Si je te demandais là tout de suite de décerner la médaille à la FinTech la plus audacieuse, selon toi, ce serait laquelle, la FinTech que tu trouves la plus audacieuse? Alors, ce n'est pas une FinTech française malheureusement. Donc c'est Stripe pour moi. C'est vraiment un exemple assez impressionnant. Voilà. Donc s'il fallait en choisir une, je suis désolé, j'en choisis une étrangère, mais c'est la vérité. C'est ma réponse. Et qui est-ce qui t'inspire toi au quotidien?
pour ton travail? Alors oui, j'ai écouté les réponses tout à l'heure. Donc, au niveau de l'inspiration, je dirais intime et personnelle, ça va être plutôt ma grand-mère, mais bon, pour des raisons que je ne vais pas développer ici parce que ça serait trop intime. Mais si on revient plus à notre business, moi, il y a un entrepreneur, on n'appelait pas ça la fintech à l'époque, mais c'en était, c'était Mohamed Younous qui a créé Grameen Bank, vous connaissez, qui, à mon sens, bon, évidemment, il a eu son heure de gloire, mais au-delà de ça, je pense que ce qu'il nous a appris, à nous, aujourd'hui, patrons de fintech, c'est à la fois une certaine humilité et une capacité à changer vraiment la vie des gens en ayant une vision très forte. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai retenu. Moi, j'ai beaucoup suivi, à l'époque où j'étais chez Orange, j'étais dans l'équipe qui a créé Orange Money, pour ceux qui connaissent, donc un produit de mobile money pour les pays émergents et notamment pour l'Afrique. Et on voit vraiment, quand on fait ce genre de projet, comment on peut, mais réellement, et pas seulement dans le discours, transformer la vie des gens. Et je pense que de ce point de vue-là, Mohamed Younous est quelqu'un de très, qui m'a beaucoup marqué. Et quelles sont les applications fintech que toi tu utilises au quotidien? Au quotidien. Donc j'utilise, alors je ne vais pas faire de la pub pour mes clients, mais j'utilise les applications de notre client préféré, Crédit Agricole, pour payer, par exemple. Mais j'utilise aussi GP, parce que j'ai un Android, voilà. Donc pour le paiement, j'utilise beaucoup ces applications-là. Et après, j'utilise des applications plus dans le domaine de la fidélité, comme Stockcard, vous voyez. Mais ça, c'est plus, j'allais dire, pour m'amuser. C'est vraiment un usage plus ludique que pratique. Voilà. Je n'utilise pas trop des applications de finances personnelles parce que j'ai un agrégateur dans l'application de ma banque principale qui permet de faire ça. Ça me satisfait. Voilà. Et peut-être une dernière question, c'est quoi le conseil que tu donnerais toi à tout entrepreneur que tu rencontrerais? Un conseil de façon générale qui t'a bien servi? Oui, alors ça, il se trouve qu'en ce moment, comme on a fait partie d'un incubateur, donc maintenant je suis mentor parce qu'on est assez vieux pour mentorer. Et c'est quel incubateur du coup? Normandie Incubation, nous sommes situés à Caen. Et en fait, souvent je dis, quand je rencontre des jeunes entrepreneurs porteurs de projets, dans la première minute de la discussion, je ne l'exagère pas, ils me parlent levée de fonds et valo. Et je les arrête tout de suite, je leur dis, parle-moi d'abord de ton produit, éventuellement de tes clients, de ton équipe, et on verra si on parle valo et levée de fonds. En fait, je pense qu'il y a une mauvaise tendance en ce moment, c'est qu'on inverse l'objectif et le moyen. C'est que la levée de fonds devient un objectif en soi, alors qu'en fait, le financement en général, et pas que la levée de fonds, est un moyen. Et ça, donc le conseil que je donne à des jeunes entrepreneurs, focus d'abord sur produit, proposition de valeur, client, je dirais presque client-produit, équipe, bien sûr, ce trio-là, et après, si tu as besoin de faire une levée de fonds, ça arrive trop vite selon toi dans la conversation? Trop vite, mais en tout cas, ça devient tout de suite un sujet quasiment une sorte d'obsession. Et on voit bien quand on communique, y compris dans les keynotes et l'ouverture, qu'est-ce qu'on retient de la scène fintech française? C'est qu'on a levé 365 millions l'année dernière. Je n'ai pas entendu combien on a de clients, combien il y a de millions d'utilisateurs aujourd'hui qui utilisent les solutions de fintech françaises. Est-ce que quelqu'un sait ici? Moi, je peux vous dire que l'année dernière, nous, on fait du B2B2C. Donc, je sais qu'en fin d'année dernière, vers novembre, on a dépassé, par exemple, la barre de 300 000. C'est pas énorme, mais on a dépassé la barre de 300 000 utilisateurs finaux qui utilisent une application d'une banque avec technologie déjà Mobile Insight. Moi, je préfère dire ce chiffre-là plutôt que de dire on a levé 2,5 millions d'euros. Pour moi, ça fait plus sens. Mais bon, j'ai l'impression que je suis un peu seul à penser ça dans la scène fintech. Tu préfères te concentrer sur l'utilisation finale que sur peut-être une question tout simplement sur le business. Voilà. Et encore une fois, la levée de fonds, je ne dis pas que c'est pas important. C'est très important d'être bien financé. Hein, attention, mais ça ne devient. Le danger vient quand ça devient l'objectif en soi, alors que ça doit rester un moyen. Voilà. Bon, merci Oussem.